لا البروف سما لازم لي نوتيو اكتبوا لي نوتيكم ديروا حضر Présence, la groupe C, la présence obligatoire. Obligatoire, خلاص ملي كتبوا لي كان جروب سي ولا لا؟ مالا كون فهمتوا إفا كتبوا لي نون تاعكم يكتبوا غير في جروب سي داكور فهمتوا؟ اللي موش جروب سي ما يكتبش النون تاعو لازم قبل ان نبتدي واش تكتب لو سي جي donc deuxième TD on va entamer les examens complémentaires invasifs en cardiologie c'est une partie des examens complémentaires les examens qui vont compléter l'examen clinique du TP d'accord commençons par une généralité les examens complémentaires on l'appelle aussi paraclinique ils en viennent en complément dans l'analyse clinique qui doit toujours se situer en premier plan. D'accord. Le patient qui doit directement faire un examen clinique. C'est logique. Les examens ils en complément, c'est quelqu'un qui peut poser le diagnostic, soit le diagnostic incertain ou là il y a un doute sur le diagnostic, on complément les examens, je compléter ou là on confirme le diagnostic. On a besoin des examens complémentaires. Donc, moi je vais vous dire un choix de ces examens. Le choix interne est plus adapté, bien sûr, en fonction de l'analyse clinique, premièrement, et deuxièmement, le coût et le risque éventuel de cet examen. Donc, en fonction de l'analyse clinique, en fonction du coût de l'examen et en fonction du risque entamé par cet examen. D'accord. On doit choisir l'examen complémentaire. Nous avons un seul examen ou plusieurs examens. Voilà, par exemple, quand il y a des examens et qu'on coûteux pour le patient, on doit au maximum l'éviter. Donc, il y a plusieurs examens qui sont quand il y a des examens qui sont invasifs ou qu'il y a des examens non invasifs. La différence bien est l'examen invasif, non invasif, c'est un examen qui ne nécessite pas une effraction, c'est-à-dire ne nécessite pas une ponction ou une ponction et effraction de la peau. Bien sûr, à côté des prélèvements et des injections. D'accord. Tout examen qui entame une effraction de la peau, on un examen invasif. Comme la coronarographie ou l'exploration hémodynamique ou l'exploration électrophysiologique. Donc, des examens invasifs ont des risques particuliers. Alors que les examens non invasifs ne nécessitent pas une fraction de la peau, bien sûr, autre que du prélèvement du sang, l'injection d'un produit de contraste. Pour les examens non invasifs, une particularité qui ne nécessite pas une hospitalisation dans la majorité des cas. Ils sont presque toujours bien tolérés, mais ils ne sont pas dénués de tout danger. D'accord. Bon, les examens complémentaires sont multiples. La fréquence thermale est variable. Les plus importants à connaître sont le CG, c'est un examen presque systématique. Deuxièmement, c'est la radiothorax, c'est un examen systématique. Les autres non, l'échographie pas toujours, l'épreuve d'effort aussi, l'autre ECG, la MAPA, le scanner, la scintigraphie et la résonance magnétique, l'IRM. Sont des examens qui ne sont pas toujours on les prescrit. D'accord. Voilà, donc le premier examen, le CG. Le CG, c'est quoi? C'est l'enregistrement d'activité électrique du cœur en fonction de temps. On met des électrodes sur la peau, on enregistre l'activité électrique. C'est un examen qui permet d'enregistrer l'activité électrique du cœur. C'est une activité, le cœur a deux activités. Il y a l'activité mécanique et l'activité électrique. Je vais avoir l'activité électrique maintenant, le CG.
Voilà, sont des électrodes qui sont placés en point bien déterminé sur le thorax. Il permet de définir 12 dérivations. Dérivation principale parce qu'il y a d'autres dérivations. Les dérivations principales, les dérivations des membres et les dérivations précordiales. Les dérivations des membres sont deux types. Les dérivations bipolaires et les dérivations unipolaires. Les bipolaires sont D1, D2, D3. Les unipolaires sont aviaires. Et les autres dérivations se placent sur le thorax. Une dérivation précordium sont de V1 à V6. 12 dérivations, au total 12 dérivations. Ces 12 dérivations sont dites principales. Il y a un accessoire qui m'a le V3R, V4R pour explorer la paroi antérieure de VD ou le VX, c'est-à-dire le xiphoïdien, qui est le postérieur pour explorer la région basale postérieure de VG, V7, V8, V9, etc. Il y a d'autres aussi qui sont en sus, c'est-à-dire un espace, on fait l'exploration, surtout dans certains troubles de rythme. Mais essentiellement, on a les 12 dérivations à utiliser. D'accord. Voilà une image qui montre le placement des électrodes périphériques. Qui a عندكم نبداو بالبيريفيري كاين 4 électrodes, le jaune, le rouge, le noir ou le vert. Tout a une place bien spécifique. Par exemple, le jaune, on le membre gauche, le poignet de membre gauche. Le rouge, le poignet de membre droit. Le noir, la différence, le pied droit. Et le vert, le pied gauche. Il y a plusieurs méthodes. Par exemple, rien ne va jamais ou là. D'accord. Je t'affronte. Deuxième image montre l'emplacement des électrodes précordium. Comme le V1, le quatrième espace intercostal à droite du sternum, l'autre c'est le quatrième espace intercostal de côté gauche du sternum, le V4 est le cinquième espace intercostal sous le mamelon, sur la ligne médioclaviculaire, le V3 entre V2 et V4, le V6 est la ligne médio-axillaire sur le cinquième espace intercostal, le V5 est entre le V4 et le V6. D'accord. هذا هو l'appareil de CG. Il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs types, il y a un seul piste, deux pistes, trois pistes, il y a même 6 pistes. D'accord. Il y a des systèmes antiparasitaires, ça dépend du modèle. Il y a un papier qui est le tracé suivant, qui est un tracé de 4 pistes. D'accord. Comment se passe l'examen de l'ECG? Le patient allongé, en décubitus dorsal, le torse nu, les jambes décroisées, mais qu'on qui marque, c'est-à-dire décroiser les jambes intérieures, le calme, le repos strict, la charge de réchauffée. De dégraissage des ondes généralement, de préférence on fait un dégraissage des ondes, on applique les électrodes chimiques. Demande du patient de rester calme, c'est-à-dire ما يتحركش يكون يتحرك même les orteils نتاعو قاعد يديرونا دي parasites في l'enregistrement. Le gel aussi entre les lecteurs de la peau permet de la fixation du parasite et éloigner tout téléphone portable, là, les appareils pour entraîner des parasites. Et ne pas toucher le patient lors de l'examen. Très bien. Obtenir un ECG. L'ECG, presque systématiquement, qui dit un examen cardiologique, toujours complété au ECG, pas systématiquement. Mais essentiellement, lors de l'urgence, il y a un accident cardiaque, un infarctus, trouble de rythme, ou là qui se présente au niveau des urgences avec un signe fonctionnel de cardiologie. Lors du dépistage de trouble de rythme cardiaque, par exemple, patient a un trouble de rythme grave ou bénin, le CG de repos ou les patients qui ont des facteurs cardiovasculaires qui ont le tabac, l'hypertension artérielle, l'obésité, le CG. Aussi, lors du bilan de la surveillance d'un patient souffrant de pathologie cardiaque dans le cadre de bilan préopératoire. Le bilan préopératoire fait un ECG systématiquement. D'accord. Quelles sont les précautions particulières au cours d'un ECG? Aucune précaution, sauf le cardiologue, parfois il demande d'arrêter certains traitements qui met les bêta-bloquants, qui met des masques rouges, un diagnostic qui est aussi.
D'accord. L'ECG pratiqué originellement en cabinet par un cardiologue, médecin généraliste ou même un infirmier. C'est un examen, c'est-à-dire c'est un geste paramédical ou médical leader. Nous pouvons le faire au cabinet, nous pouvons le faire à l'hôpital, nous pouvons le faire en ambulatoire, et c'est pas l'hospitalisation. D'accord, c'est l'ECG. Mais je vais vous dire parce qu'il y a un TD. D'accord. Deuxième examen, thème systématique, c'est la radiothorax. La radiothorax, principe, c'est la visualisation de la silhouette cardiaque, les poumons, l'os, la paroi, par l'intermédiaire de la projection des rayons X à travers le corps. D'accord. Cette projection va créer des images sur une plaque captée numérique. Essentiellement, la face pour voir la silhouette cardiaque, mais nous pouvons compléter aussi le profil. Mais essentiellement, c'est la face. Les radiographies montrent la forme, la taille du cœur, les contours des vaisseaux sanguins principaux dans les poumons et le thorax. On observe facilement les anomalies de la forme et de la taille du cœur, mais aussi du poumon. Parfois on voit comme des dépôts calcaires, c'est la PCC par exemple, la péricardite constrictive, qui a un aspect, un dépôt calcaire sur la silhouette cardiaque. On suspecte même confirmer le diagnostic de PCC, même à l'échocardiographie. Parfois même l'échocardiographie, on diagnostic différentiel entre la péricardite constrictive et la cardiomyopathie restrictive. Ce sont deux pathologies qui sont très proches de l'un, mais une simple radiographie du thorax peut faire le diagnostic entre ces deux entités. D'accord. Comme des dépôts calcaires, la silhouette cardiaque. La radiographie thoracique peut aussi informer l'état du poumon, les vaisseaux du poumon, la présence de liquide, soit de pleurisy, l'espace pleural, à l'intérieur des alvéoles. L'espace pleural, ça se pleurisy dans les alvéoles, c'est un liquide du poumon qui m'a fait là, après comme un syndrome alvéolaire. Voilà, un syndrome alvéolaire témoignant un liquide du poumon qui m'a fait l'image avec une la radiographie aussi peut détecter une dilatation du cœur. Ça doit être fait en position debout. On la suspecte par la mesure de l'index cardio-thoracique. Alors, quand je dis pour l'index cardio-thoracique, le poids, concrètement, le diamètre thoracique complet, ou nous la ligne. C'est-à-dire médiane vers le point le plus éloigné à gauche et le plus éloigné à droite. Normalement, il est inférieur à 0,5, c'est le supérieur à 0,5 c'est l'adulte, donc on parle de cardiomégalie 0,6 pour l'enfant, d'accord, de moins de 12 ans. Les radiographies peuvent être utiles pour le diagnostic de péricardite comme péricardite constrictive en détectant les dépôts calcaires dans le sac ou l'enveloppe du cœur. Voilà, c'est une image, le dépôt calcaire, hauteur du cœur. D'accord. Ou l'autre image montre une cardiomégalie, l'index est là facilement, il dépasse 0,6, 0,7. Voilà. Passons au troisième examen clinique, c'est l'échocardiographie. L'échocardiographie dit en troisième position dans l'importance des examens complémentaires non invasifs après l'ECG et la radiographie. C'est une technique d'imagerie qui repose sur l'utilisation des ultrasons. Les ultrasons sont des ondes acoustiques de haute fréquence. Qui a les ondes acoustiques ils se situent entre 20 et 2000 Hz. D'accord. Les ultrasons, c'est-à-dire les ultrasons, puisqu'ils dépassent la marge. Ils sont supérieurs à 2000 Hz. Il y a plusieurs sondes à utiliser. Nous avons une sonde qui génère des ultrasons entre 3 et 5 mégahertz, c'est-à-dire 3000 et 5000 Hz. D'accord. Les ultrasons, par le système d'ICO, les ultrasons on peut construire une image sur l'écran. C'est un examen diagnostique qui permet aux médecins de visualiser le cœur
l'irrigation du cœur, parce que nous avons le flux par le système Doppler, d'évaluer le volume du cœur, c'est-à-dire qu'il y a une étude morphologique et une étude aussi dynamique, c'est-à-dire la contractilité du cœur, donc morphologique et dynamique, sa capacité de se contracter ainsi que le fonctionnement des valves. Le principe c'est une sonde échographique qu'on place sur la poitrine, le thorax, qui émet des ultrasons pour produire des images du cœur. On utilise parfois le système Doppler. Le système Doppler, c'est un système pour les vitesses. D'accord, il y a une structure, une vitesse. Dans le cas, c'est-à-dire, les structures dynamiques dans le corps, c'est le sang, premièrement, et la paroi du cœur. La paroi du cœur, elle se bouge. والثانية c'est les fluides. On utilise le système Doppler qui permet de mesurer les différences de vitesse باش نقدروا نعطينا une analyse sur une anomalie ou là surtout dans les valves ou une anomalie dans la contraction segmentaire. On va des images de film. Premièrement, il faut la réalisation de l'examen. Le patient est installé torse nu, il est allongé sur le côté gauche. L'examen de la cardiographie, on dit qu'il est plus latéral gauche. La masse du cœur a une bonne fenêtre. Bien sûr, il n'a pas besoin d'être agent. Éventuellement, le cardiographie, on déroule 3 électrodes pour faire la synchronisation de l'image morphologique dynamique avec l'activité électrique. L'examinateur est à droite, il a bien sûr droitier, puis la sonde de la droite. Il applique la sonde de cardiographie recouverte de gel, puisqu'il y a une impédance acoustique entre l'air et la paroi du thorax. Le gel avec une chose intermédiaire entre les deux impédances, qui a une impédance importante, c'est-à-dire différence d'impédance, une différence de résistance. On dit le gel avec ici. Il y a le passage des ultrasons. Voilà, sur la différentes positions concernant. Il y a plusieurs fenêtres, plusieurs fenêtres échocardiographiques, qui sont principalement 4, qui ont la voie parasternale gauche, donc je vous les images à cette voie, qui ont la voie apicale, qui a la voie sous-costale ou sous-costale ou sous-xiphoïdienne et quatrième, sus-costale, elle dit pour voir essentiellement, ce n'est pas le cœur, mais pour voir les gros vaisseaux et les dents supra-aortiques. L'examen dure de 10 minutes à 30 minutes en fonction des informations à rechercher, en fonction aussi des problèmes techniques, parfois pour les patients anicogènes, d'accord. Donc un patient qui 5 minutes, à une demi-heure, 30 minutes. Voilà, avec différentes coupes. La première c'est une voie apicale, je fais les 4 cavités. L'élimination de la voie, c'est ce sont les oreillettes. Les à gauche, c'est l'oreillette gauche, donc l'oreillette droite. Il faut le ventricule droit, l'élimination du ventricule gauche. Entre les deux sont les valves, la valve métraille, la valve tricuspide. Kif, la deuxième image, c'est une voie apicale. La troisième image, c'est une voie apicale, mais deux cavités. Là, on voit seulement le ventricule gauche avec sa paroi antérieure. C'est la voie parasternale gauche. Je fais là, c'est le VD, là, c'est le VG, là, c'est la voie avec la valve aortique, là, c'est le logique avec la valve métrale. D'accord. Les standards, qui sont des coups standards. C'est la même parasternale gauche. On fait une rotation de la sonde. Le chapitre toujours le VG avec le VD. Tu fais la coupe avec. D'accord. Parfois, on prend même le VD avec l'image. D'accord. Quand on a la gauche, je trouve directement la tête. La première, c'est une vue applicable, où il est une parasternale. Cisternale ou xiphoïdienne, il faut tourner peut-être. Voilà. Avec c'est une projection. Les images, des images bidimensionnelles. L'image bidimensionnelle, elle est transformée en image unidimensionnelle, c'est-à-dire une seule dimension. C'est-à-dire un faisceau de balayage sur une structure pour t'arriver voilà, qui m'a arrivé. Ou la deuxième, c'est l'application de la fonction Doppler, Mikula,
pour voir surtout السنة pour voir إذا كاين un vis valvulaire ولا كيما في الحالة هذه نشوفوا un aspect mosaïque أو هذا كما راه المقراء على إذا كان كما استنى الراش avant le départ, il applique la fonction d'ampleur, on voit un aspect mosaïque qui marque, une insuffisance métrale, on va faire l'étude, il fait le bas, il y a un rejet, le son, donc c'est une insuffisance métrale, important, tu peux le rejet de elle a au cours durant l'assistance, les voies sont fermées, d'accord, sont fermées. Il y a l'application de la fonction de la couleur, il y a la lutte de la fluide durant l'assistant, où il est important de faire la parole logique, donc c'est une insuffisance métrale massive. D'accord. Donc il y a plusieurs modalités de cardiographie. Il y a par exemple le cardiographie transœsophagien. On a le capteur avec la sonde, il est placé sur un endoscope. Un endoscope est souple. Après anesthésie locale, on fait une introduction de cet endoscope dans le patient, on dit généralement une anesthésie locale, parfois trop générale. L'examen permet de mieux de visualiser les structures postérieures, surtout les oreillettes, les auricules, puisqu'il y a en postérieur qui applique la sonde, la voie transthoracique, les ventricules en avant, appliqués, surtout la plaque, c'est les deux ventricules, mais les structures postérieures, qui m'a il a l'artère pulmonaire, mais je suis donc on fait cette modalité particulière de cardiographie, c'est la voie transœsophagienne. Dans la plupart du temps, elle est dit comme un complément, me dirais-je en premier plan, mais un complément de cardiographie transthoracique. Elle recherche essentiellement des végétations, du nom de cardiaque infectieuse, des fois les végétations libellulaires, c'est tout à fait en postérieur d'abord. Je fais la voie transthoracique. La juste thrombus, ce thrombus se trouve fréquemment dans les auricules des oreillettes, et bien je parle de la voie transthoracique. Et la chose d'une dissection de la voie, la dissection de la voie dans sa forme A, type A. D'accord. Les images produites avec une cardiographie transthoracique, transœsophagienne, sont de qualité supérieure à celle de cardiographie transthoracique. Par contre, l'examen est difficile à supporter par le patient. Il demande davantage de temps et la préparation et la durée de l'examen, donc elle est plus longue. Voilà. La sonde avec l'endoscope qui est souple, dans l'œsophage, en arrière du cœur, tu avec des mouvements de rotation. L'examen qu'on dit, un patient qu'on dit que à gauche, ou l'infirmière, place le patient ou le médecin, il chauffe une image pareille, tu faut bien loger, l'audir et surtout les valves. Alors, les complications de cet examen, c'est un examen principalement, l'inconvénient principal c'est l'inconfort. Les incidents sont rares, parce qu'il devient donc un examen de routine, les GIBO en routine. Au moins 5%, il existe une impossibilité d'avaler la sonde, par exemple, quand l'œsophage est droit ou la matochifou autour de la sonde, les fausses routes sont rares, les risques d'infection aussi de poumons, les traumatismes d'arrière de la gorge, surtout de la gorge, se manifestent par un petit enseignement survenu si la déglutition de la sonde est difficile pour traumatiser la gorge qui fout autour de la sonde. Les traumatismes de l'œsophage et de la gorge sont rarissimes, mais peuvent aller jusqu'à la perforation de cet organe, mais c'est rare. D'accord. Il s'observe, surtout, il y a un passe de l'eau sous anesthésie générale. Quand il est sous anesthésie générale, il chauffe les complications souvent. Il y a d'autres modalités, comme le graphie de stress. Le graphie de stress, l'examinateur recherche des modifications de la contraction de la paroi cardiaque lors d'un stress physique, test d'effort, chimique, donc vitamine. Une altération de cette cinétique peut témoigner d'une ischémie myocardique. Le principe est simple, l'hypocardographie du stress. Là, on le cœur sous un stress, c'est-à-dire physique ou là, médicamenteux. Physique avec un test d'effort, c'est-à-dire sur un tapis roulant ou là, sur ergomètre. Le cœur, lorsqu'il est sous stress, on fait en même temps une échocardiographie pour voir la cinétique segmentaire. Est-ce qu'il y a une amélioration? Est-ce qu'il y a une dégradation de cette fonction pour voir le cœur à l'effort fait chez. D'accord.
Mais généralement, tout le monde se Dobitrex. Dobitrex, il augmente cette inotrope positive, c'est-à-dire augmente l'énergie consommée par le sang. Qu'il y a aussi le cardiographie de contraste. Le principe c'est de faire injecter des bulles d'air. L'injection des bulles d'air, réflexion des ondes d'irritation et permet d'éviter un passage anormal du sang vers une cavité du cœur. C'est-à-dire que ce truc que je peux voir, il y a un chien tout le temps. Donc il y a une image qui montre que une cavité vide, un écorgien noir, ou qui injecte des microbules, avec un chauffe avec une cavité plate. وتبعوا فاسيليتي تاع سات لو كونتوني نقدروا نعرفوا بهم اذا كاين ان باساج انورمال دو سون دون لي كافيتي كيما لي شات لي سي في le canal artériel, etc. Et une petite des ondes de myocarde non perfusies témoignent une ischémie de myocarde, voilà l'infarctus du myocarde. Il y a aussi une cardiographie tridimensionnelle, comme une image de quand je fais une pulsation bidimensionnelle, une gravité dimensionnelle, comme des images tridimensionnelles permettent une meilleure étude de la morphologie du cœur. Voilà, maintenant c'est le cardiographie de contraste. On a des lumières, c'est une image tridimensionnelle à partir des images tridimensionnelles. Les dernières générations de cartographie, le coup des images pareilles. Voilà. L'épreuve d'effort, c'est notre examen qu'on nous demande souvent. On l'appelle épreuve d'effort, le test d'effort, l'électrocardiogramme d'effort, l'ergométrie. C'est un examen consistant à l'enregistrement d'un ECG durant le déroulement d'un exercice physique calibré. Il permet d'aider au diagnostic de maladies coronariennes, par exemple des maladies coronaires, c'est-à-dire les syndromes coronariens. On le demande en première intention chez les patients qui présentent un syndrome coronarien chronique, c'est-à-dire le langage stable. D'accord. En première intention. Il peut associer à la mesure et à l'analyse des volumes et débits ventilatoires et il est utile dans l'évaluation de certaines maladies respiratoires ou métaboliques. Le matériel, il comporte un ECG, bien sûr, un ECG, mais c'est un ECG non comme l'ECG standard, c'est un ECG qui est mené de fonctionnalités permettant l'amélioration du signal électrique et son interprétation. Généralement, le ECG de repos, le patient reste calme, immobile, mais là, le patient va être en mouvement continu, donc automatiquement, il va dire des parasites. Le ECG a une limite de fonctionnalité qui diminue au maximum ces parasites. Deuxièmement, l'appareil d'effort. L'ECG et l'appareil d'effort. L'appareil d'effort appelé aussi l'ergomètre, il permet un effort gradué qu'on peut le quantifier au palier de puissance mesuré en watts. Il y a deux types, il y a le tapis roulant. Le tapis roulant, il compte un tapis climat avec une inclinisation. Chaque fois, on dit de la vitesse, on dit de l'inclinisation du tapis roulant. Voilà, il permet de définir plusieurs paliers. On a le cycle ergomètre, c'est-à-dire le bicyclette. Le patient pédale à une vitesse constante, mais à chaque fois on augmente le frein appliqué, c'est-à-dire on fait une résistance. Voilà. Troisièmement, le système de mesure de la pression artérielle, on dit le manuel, c'est-à-dire le manuel on dit le automatique. À chaque fois, on mesure la tension artérielle et le channel d'urgence, puisque c'est un examen. Il fait plusieurs urgences. Parfois, j'ai un anesthésie moins de l'effort, de l'effort, un anesthésie plus sur place. D'accord. Il y a plusieurs contre-indications sur cet examen. Le protocole, le patient est couche à jeun, il ne nécessite pas d'être hospitalisé. L'examen se fait en présence d'un médecin ainsi qu'un assistant infirmier. Le patient est de torse nu, les électrodes sont placés sur le thorax. De l'examen, les examens qui même soit un épuisement musculaire, où la fréquence cardiaque atteint la fréquence maximale théorique de 220 moins l'âge de patient. Résultat que la fréquence arrive, là sera une adaptation qui va être musculaire, ou l'apparition d'un critère de positivité. Il y a plusieurs critères de positivité, le plus commun, c'est l'apparition d'un sous-décalage. Il y a plusieurs, qui ont l'apparition d'un sous-décalage, l'apparition de conviction, l'apparition de rythme grave, etc. Quand l'apparition de rythme grave, c'est une indication d'arrêt de l'examen, et l'apparition d'un malaise de chute de la tension artérielle. Également, les indications d'arrêt de l'examen.
Les contre-indications sont multiples. Les principales, c'est l'angine de poitrine instable, c'est-à-dire l'estomac, ou un IDM à sa phase aiguë. IDM, il faut attendre au moins 40 jours pour dire une épreuve d'effort. L'hypertension artérielle sévère, non contrôlée, une patient en pic. L'obstacle à l'éjection ventriculaire, un patient a un rétrécissement aortique serré qui demande une activité importante, ou surtout l'hypertrophie, la CMH dans sa forme obstructive, c'est contre-indication formelle aussi. Un patient qui a un trouble de rythme grave au repos, une TSV rapide, une décompensation cardiaque, par exemple, une patient en OAP, que je dirais les pathologies infectieuses et inflammatoires qui l'endocardite, la myocardite et la péricardite, et la thrombogénèse profonde de l'embolie pulmonaire, récente de l'Est, une contre-indication relative. Voilà. Le papier a un sous-décalage, on a avant l'examen, après l'examen, il y a un sous-décalage, après la récupération, le sous-décalage le patient sur un cyclo-ergomètre avec un système d'enregistrement en ECG sachant la place. D'accord. Un autre examen, c'est l'autre ECG. L'autre ECG, c'est l'enregistrement électrique, mais sur une période continue. Alors, le 24 heures, 72 heures, qui est actuellement même des autres ECG, c'est une semaine. C'est un examen destiné à mettre en évidence des troubles de rythme, des colonnes paroxystiques, inconstants, d'accord. Il peut également servir à contrôler l'efficacité d'un traitement, surtout anti-arythmique, sur une période longue. Au terme, il est plus compliqué qu'un simple électrocardiogramme puisque l'hormone momentanée ou l'hormone continue, et c'est dans le cadre de la vie normale, que vous soyez en activité ou que vous reposez. C'est un examen indolore et n'entrave pas vos activités quotidiennes. Comme il c'est-à-dire que des électrodes, il y a des autres qui ont 3 électrodes ou qui ont 5 électrodes. Comme il y a la photo, 5 électrodes, il y a même 5 pistes. D'accord, il y a 3 électrodes, il y a 3 pistes. Il y a aussi la MAPA. La MAPA, c'est le même principe que l'ortère ECG, mais pour la tension artérielle. L'ortère tensionnelle ou la mesure ambulatoire de la pression artérielle, la MAPA. C'est l'enregistrement de la pression artérielle sur 24 heures. Il ne dépasse pas généralement 24 heures. 24 heures, c'est 48 heures maximum. Chez un patient qui vit sa vie normale. C'est un examen utile chez les patients pour poser le diagnostic de la pression artérielle imagine posée par le simple profil ou par la simple prise en cabinet. Qui permet de détecter les périodes d'hypertension, est-ce qu'il est nocturne, est-ce qu'il est diurne, etc. Auquel le profil principal de l'hyper, puisque le CG normal, qu'il y a une diminution physiologique de la pression artérielle normalement de plus de 10%. D'accord. Là, maintenant, est-ce que ce profil est normal ou là, il est conservé ou là, anticipation. Le principe de l'ortère tensionnelle, c'est un petit appareil d'enregistrement porté à la ceinture, relié à un brassard, mis en place autour du bras. Ce brassard est installé par le cardiologue, dans le cabinet ou dans l'hôpital. Pendant toute la journée, le patient pratique ses activités quotidiennes normales. On doit noter les horaires, la prise de repas, l'absorption de médicaments, d'activités physiques. Le lendemain, le matériel est retiré. La seule contrainte est de garder le bras immobile chaque fois le brassard gonfle. Le principe c'est quoi? Un système de mesure de la tension artérielle. Chaque 15 minutes, il fait une mesure et on enregistre cette mesure dans une mémoire. D'accord? Après les résultats. Un autre examen, la scintigraphie du myocarde. La scintigraphie du myocarde, c'est un examen qui permet d'évaluer la perfusion myocardique et ainsi de faire le diagnostic de la maladie coronaire. Cet examen a des performances supérieures au test d'effort seul, c'est-à-dire il permet de diagnostiquer la maladie coronaire, le test d'effort ou les mêmes performances que les cardiographies du stress. Sous deux vitamines et sous effort. Les plus performants que les d'effort ont de la même performance sur les cardiographies sous des vitamines. Donc, un patient qui met une épreuve d'effort, de préférence, on demande une scintigraphie. L'inconvénient de scintigraphie est plus coûteux que l'épreuve d'effort. C'est l'examen renseigné aussi le fonctionnement de muscle myocarde, puisqu'il permet de mesurer la fraction d'éjection, la performance myocardique, systolique, etc.
Il peut aussi étudier le métabolisme cellulaire, en particulier d'évaluer la viabilité myocardique. Patient par exemple d'un ST+, le ST+, avec une atteinte importante de VG, nous devons demander le scintigraphie avant de passer à la coronarographie pour établir le bilan lésionnel et après on fait le traitement étiologique soit par angioplastie ou par pontage. Alors juste une viabilité, je dis est-ce que après cette ST+, après cette IDM étendue, est-ce qu'il y a une masse myocardique viable ou non? On demande en premier plan une scintigraphie. D'accord, par exemple d'un ST+, avec altération importante de la fonction VG, F à 30%. Moi je me demande la coronarographie directement. Demande la coronarographie, une ouverture de l'artère. Après, je vais récupérer la masse myocardique, c'est pas la peine. D'accord? On dit ça, une baisse de viabilité. Puis je vois est-ce qu'il y a des cellules viables et il va faire l'artère, ils deviennent contractés ou la d'accord? Donc, la scintigraphie myocardique, les deux parmi les examens de viabilité à demander lorsqu'il y a une altération importante de la fonction VG après un infarctus myocardique. Par exemple, le principe de la scintigraphie myocardique, la scintigraphie, c'est consisté à l'injection d'un produit radioactif, radiotraceur, il va se fixer sur le muscle myocardique, mais en fonction d'un débit coronaire. Si on constate une fixation inférieure à la normale, le traceur n'arrive pas assez vite au muscle myocardique, c'est-à-dire qu'un hypodébit, qui met sur les images, qui est un hypodébit. Par rapport à la fixation à la normale, à la fin il y a un hypodébit, et on se l'artère la bouche. D'accord. Le temps d'acquisition de ces images est d'environ 30 minutes, c'est normalement 2 heures, 3 heures parfois. D'accord. Les précautions à prendre, la scintigraphie contre-indiquée chez la femme enceinte et la femme qui allait, le chez des reins, elle nécessite d'être âgée au moins 6 heures avant l'examen. Il ne faut pas consommer durant les 48 heures précédant l'examen des médicaments contenant du potassium et les aliments riches en potassium, mais puisqu'ils entre en interaction avec le traceur radioactif qu'on injecte. Durant les 24 heures qui précèdent l'examen, il ne faut pas prendre café, le chocolat, le thé sont des excitants. Selon le cardiologue traitant peut demander d'arrêter certains médicaments 24 heures à 48 heures avant l'examen, comme les bêta-bloquants, pour faire un examen démaquillé, c'est-à-dire les médicaments qui peuvent masquer une atteinte, qui masquent tous les bêta-bloquants, etc. Ici. D'accord, ici tout. Alors, le principal examen complémentaire, comme l'ECG, la radiographie, l'échocardiographie, transthoracique, essentiellement transthoracique, avec des autres modalités transœsophagiennes, etc. La scintigraphie, l'Holter, l'ECG et la MAPA. D'accord. Tu as une question?